Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais reprendre les 4 filles du docteur March. Mais en fait, je vais faire plusieurs lectures, mais je commence par ça. C'est le réveillon de Noël. J'espère que vous passez des bons moments, que vous soyez seul, entre amis, avec votre famille ou d'autres familles, je n'en sais rien. Voilà, j'espère que c'est doux et tendre. Voilà, et joyeux, joyeux surtout. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je reprends tout de suite donc le chapitre 3. Le jeune Lawrence. Très bel accent. Joe, tu es où s'écria Meg au pied des marches du grenier. Ici, répondit d'en haut une voix enrouée. Ici. Et se ruant dans l'escalier, Meg trouva sa sœur en train de manger des pommes et de pleurer sur The Hair of Radcliffe, enveloppée dans un édredon sur un vieux canapé à 3 pieds près de la fenêtre ensoleillée. C'était le refuge préféré de Jo. Elle adorait s'y terrer avec une demi-douzaine de pommes rainettes grises et un bon livre pour profiter du calme et de la compagnie d'un rat apprivoisé qui vivait dans les parages et qu'elle ne dérangeait absolument pas. Lorsque Meg approcha, Scrabble fila à toute allure dans son trou. Jo essuya les larmes sur ses joues et attendit les nouvelles. Quel bonheur, regarde, une invitation officielle de Madame Gardiner pour demain soir, s'écria Meg en agitant le précieux papier, puis en se mettant à le lire avec une joie puérile. Madame Gardiner serait heureuse de recevoir Mademoiselle March et Mademoiselle Joséphine au petit bal du Nouvel An. Marmie veut bien que nous y allions, mais qu'allons-nous porter ? Pourquoi le demander, puisque tu sais qu'on portera nos robes en popeline ? On n'a rien d'autre, répondit Jo, la bouche pleine. Si seulement j'avais une robe en soie, soupira Meg. Maman dit que je pourrais peut-être quand j'aurai 18 ans, mais attendre 2 ans, c'est interminable. Je t'assure que nos robes en popeline ressemblent à de la soie et elles sont bien assez jolies pour nous. La tienne est comme neuve, mais j'ai oublié que la mienne avait une brûlure et un accroc. Qu'est-ce que je pourrais y faire ? La brûlure est horriblement visible et je ne peux rien couper. Tu dois rester aussi immobile que possible et faire en sorte qu'on ne voit pas ton dos. Le devant est convenable. Il me faudra un nouveau ruban pour mes cheveux et Marmie me prêtera sa broche avec la petite perle et mes nouveaux chaussons sont ravissants et mes gants feront l'affaire, même s'ils ne sont pas aussi jolis que je le voudrais. Les miens sont tachés de citronnade et je ne peux pas en avoir de neuf. Alors je devrais m'en passer, dit Jo, qui ne se tracassait jamais beaucoup pour ses vêtements. Mais il faut absolument que tu aies des gants, sinon je n'y vais pas, s'écria un mec d'un ton décidé. Les gants sont plus importants que tout le reste. Tu ne peux pas danser sans, sinon j'aurais tellement honte. Alors je resterai tranquille. Je ne suis pas très intéressée par la danse de salon. Ce n'est pas drôle de tourner en rond, j'aime bien me balader partout et gambader. Tu ne peux pas en réclamer à maman de nouveau, ils valent si cher et tu es si peu soigneuse. Quand tu les as abîmés, elle t'a prévenu qu'elle ne t'en achèterait pas d'autres cet hiver. Tu ne peux pas les arranger ? Demanda Meg d'un air anxieux. Je peux les tenir serrés dans ma main pour que personne ne voie à quel point ils sont tachés. C'est tout ce que je peux faire. Non, je vais te dire comment on peut se débrouiller. On en porte chacune un en bon état et on en tient un abîmé à la main, tu vois ? Tes mains sont plus grosses que les miennes et tu les étirerais affreusement, commença Meg, pour qui les gants étaient un point sensible. Alors j'irai sans. Je me fiche du qu'en dira-t-on, s'écria Jo en reprenant son livre. Tu peux l'avoir, tu peux, mais ne le tâche pas et tiens-toi correctement. Ne mets pas les mains dans le dos, ne fixe pas les gens et ne dis pas mercredi, d'accord ? Ne t'inquiète pas pour moi, je me tiendrai aussi bien qu'une pièce montée et je ne m'attirerai pas d'ennui si j'arrive à m'en empêcher. Maintenant, va répondre à l'invitation et laisse-moi finir cette magnifique histoire. Meg partit donc, acceptée par un message de remerciement, examiner sa robe et chanter allègrement en ajustant son unique véritable volant en dentelle, tandis que Jo terminait son histoire, ses 4 pommes et s'amusait joyeusement avec Scrabble. Le soir du Nouvel An, le salon était désert, car les 2 plus jeunes filles jouaient les habilleuses et les 2 plus âgées étaient absorbées par la tâche capitale de se préparer pour la soirée. Les toilettes avaient beau être des plus simples, il y eut de nombreuses ruées dans les escaliers, beaucoup de rires et de bavardages, et un moment où une forte odeur de cheveux brûlés se répandit dans la maison. Meg voulait quelques frisettes pour encadrer son visage, et Jo se chargea de pincer les boucles entourées de papier à l'aide d'une paire de fer chaud.
C'est normal qu'il fume comme ça demanda Beth, perchée sur le lit. C'est l'humidité qui sèche, répondit Joe. Quelle odeur bizarre, on dirait des plumes brûlées, fit remarquer Amy, qui lissait ses jolies boucles avec un air hautain. Là, maintenant je vais enlever le papier et vous allez voir une nuée de petites anglaises, dit Joe en posant les pinces. Elle ôta les papillotes, mais aucune nuée d'anglaises n'apparut, car les cheveux vinrent avec le papier et la coiffeuse, horrifiée, étala une rangée de petits tas roussis sur la commode devant sa victime. « Oh là là, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis défigurée. Je ne peux pas y aller. Mes cheveux, oh mes cheveux !» gémit Meg en regardant d'un air désespéré les frisettes inégales sur son front. « Ma chance habituelle. Tu n'aurais pas dû me demander de le faire, je gâche toujours tout. Je suis infiniment désolée. Mais les pinces étaient trop chaudes, alors j'ai tout bousillé, se lamenta la pauvre Jo en examinant les petites galettes noires avec des larmes de regret. Ce n'est pas fichu. Frise-les et attache ton ruban de façon à ce que les extrémités tombent un peu sur ton front et ça aura l'air de la dernière mode. J'ai vu des tas de filles le faire, dit Amy pour la consoler. Ça m'apprendra à vouloir être belle. J'aurais dû laisser mes cheveux tranquilles, s'écria Meg avec humeur. Je le pense aussi, ils étaient si doux et jolis. Mais ils vont vite repousser, dit Beth en s'approchant pour embrasser et réconforter le mouton tondu. Après diverses anicroches, cependant moins graves, Meg finit par être prête et, grâce aux efforts conjoints de toute la famille, les cheveux de Jo furent relevés et sa robe enfilée. Elles étaient très jolies dans leur tenue toute simple. Meg dans sa robe de grosse toile argentée, avec une résille en velours bleu, un volant de dentelle et la broche en perles. Jo en marron, avec un col en lin raide, assez masculin, et un ou deux chrysanthèmes comme seul ornement. Chacune enfila un beau gant fin et garda dans la main souillée, et toutes déclarèrent l'effet assez naturel et joli. Les chaussons à talons de Meg étaient affreusement serrés et lui faisaient mal, même si elle ne l'admettrait jamais, et les 19 épingles à cheveux de Jo semblaient plantées toutes droites dans son crâne, ce qui n'était pas vraiment agréable, mais mon Dieu, il faut souffrir pour être belle. Ou non. Amusez-vous bien, mes chéris, dit Madame March, tandis que les deux sœurs descendaient l'allée d'un pas gracieux. Ne mangez pas trop et partez à 11h. J'enverrai Anna vous chercher. Au moment où le portail claquait derrière elle, une voix cria depuis une fenêtre. Les filles, avez-vous toutes les deux de jolis mouchoirs ? Oui, absolument ravissant. Et Meg a mis de l'eau de Cologne sur le sien, s'écria Jo avant d'ajouter dans un rire tout en avançant. Je crois bien que Marmie poserait la question même si on fuyait un tremblement de terre. Ça fait partie de son bon goût aristocratique et c'est tout à fait justifié car c'est à ses bottines, ses gants et son mouchoir impeccable qu'on reconnaît une vraie dame, répondit Meg, qui elle-même possédait bon nombre de petits goûts aristocratiques. Surtout n'oublie pas de faire en sorte qu'on ne voit pas le pan abîmé, Jo. Est-ce que le nœud de ma ceinture est bien et mes cheveux vraiment vilains ? Demanda Meg en se détournant du miroir dans le vestiaire de Madame Gardiner après s'être longuement pomponnée. Je sais que je vais oublier. Si tu me vois faire quelque chose de mal, rappelle-le-moi en faisant un clin d'œil, d'accord ? Répondit Jo en tirant d'un coup sec sur son col et en se passant rapidement la main dans les cheveux. Non, les dames ne font pas de clin d'œil. Je hausserai les sourcils si quelque chose ne va pas et je hocherai la tête si tu te tiens bien. Bon, garde les épaules droites, fais de petits pas et ne serre pas la main si on te présente quelqu'un, ça ne se fait pas. Comment fais-tu pour apprendre toutes ces conventions bizarres ? Je n'ai jamais pu. Tu ne trouves pas cette musique gaie ? Elles descendirent, un tantinet intimidées, car elles se rendaient rarement à des fêtes et, aussi informelle que fût cette petite réunion, c'était pour elles un événement. Madame Gardiner, une vieille dame très digne, les accueillit gentiment et les confia à l'aînée de ses 6 filles. Meg connaissait Sally et fut rapidement à l'aise, mais Jo, qui s'intéressait assez peu aux filles et aux cancans féminins, resta debout, le dos soigneusement collé au mur, ne se sentant pas plus à sa place qu'un poulain dans un jardin fleuri. Une demi-douzaine de garçons enjoués discutaient patin dans une autre partie de la pièce et elle mourait d'envie d'aller les rejoindre, car le patinage était un des grands plaisirs de son existence. Elle communiqua par gestes son désir à Meg, mais les sourcils se haussèrent de façon si alarmante qu'elle n'osa pas bouger. Personne ne vint lui parler et, un à un, les groupes autour d'elle s'éparpillèrent et elle se retrouva seule. Elle ne pouvait pas se promener et s'amuser parce que le pan brûlé se verrait. Alors elle examina les eaux d'un air assez désespéré jusqu'à ce que le bal commence. Meg fut immédiatement invitée à danser. Les chaussons serrés sautillaient si légèrement qu'on aurait pu deviner la douleur qu'ils infligeaient à celles qui les portaient avec le sourire.
Joe aperçut un grand jeune homme aux cheveux roux s'approcher de son coin et, craignant qu'il n'eût l'intention d'engager la conversation, elle se glissa dans une alcôve fermée par un rideau, ayant dans l'idée d'observer à la dérobée et de profiter de la soirée en paix. Malheureusement, un autre timide avait choisi le même refuge car, après que le rideau fut retombé derrière elle, elle se retrouva nez à nez avec le jeune Laurence. Oh mince, si je ne savais pas... Oh mince, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, balbutia Joe, se préparant à s'éclipser aussi vite qu'elle avait bondi à l'intérieur. Mais le garçon rit et dit aimablement, malgré son air un peu surpris, « Ne vous occupez pas de moi, restez si vous avez envie. Je ne vais pas vous déranger. » « Pas du tout, je suis seulement venue là parce que je ne connais pas grand monde et je me suis sentie un peu étranger en arrivant, vous comprenez ? Moi aussi. Ne partez pas s'il vous plaît, sauf si vous préférez. » Le garçon se rassit et regarda ses bottes, jusqu'à ce que Joe déclare, essayant d'être poli et agréable. « Je crois avoir déjà eu le plaisir de vous rencontrer. Vous vivez près de chez nous, n'est-ce pas ? » « La porte à côté, répondit-il en levant les yeux et en éclatant de rire, car les manières guindées de Joe semblaient plutôt drôles étant donné la façon dont ils avaient discuté cricket le jour où il leur avait ramené le chat. Cela mit Joe à l'aise et elle rit aussi en lançant avec grand enthousiasme « Nous avons passé un tellement bon moment grâce à votre gentil cadeau de Noël. » C'est grand-père qui l'a envoyé. Mais c'est vous qui lui avez mis ça en tête, non ? Comment va votre chat, mademoiselle March ? S'enquit le garçon, tentant d'adopter un ton neutre alors que ses yeux noirs brillaient de gaieté. Très bien, merci, monsieur Lawrence. Mais je ne suis pas mademoiselle March, je ne suis que Joe, rétorqua la jeune dame. Je ne suis pas monsieur Lawrence, je ne suis que Laurie. Laurie Lawrence, quel nom bizarre. Mon prénom est Théodore, mais je ne l'aime pas, parce que mes camarades m'appelaient Dora, alors je leur ai demandé de plutôt m'appeler Laurie. Moi aussi, je déteste mon prénom. Il est tellement sentimental. J'aimerais que tout le monde m'appelle Joe plutôt que Joséphine. Comment vous êtes-vous débrouillé pour que les garçons cessent de vous appeler Dora ? Je les ai rossés. Je ne peux pas rosser tante March. Alors j'imagine que je vais devoir le supporter, se résigna Joe avec un soupir. Vous n'aimez pas danser, mademoiselle Joe ? Demanda Laurie, ce nom-là semblant lui convenir. J'aime bien s'il y a beaucoup de place et que tout le monde est plein d'entrain. Dans un tel endroit, je suis sûre de contrarier quelqu'un, de marcher sur des orteils ou de faire quelque chose d'affreux. Alors j'évite les sottises et je laisse Meg faire la coquette. Vous ne dansez pas ? Parfois. Voyez-vous, j'ai vécu plusieurs années à l'étranger et je n'ai pas encore passé assez de temps ici pour savoir comment on doit se comporter. À l'étranger, s'écria Joe. Oh, parlez-moi, j'adore écouter les récits de voyage. Laurie semblait ne pas savoir par où commencer. Mais les questions avides de Joe le mirent rapidement sur les rails et il lui raconta qu'il avait été à l'école de Vevey, où les garçons ne portaient jamais de chapeau, possédaient toute une flotte de bateaux sur le lac et, pour se distraire pendant les vacances, pratiquaient la randonnée en Suisse avec leurs professeurs. « Comme j'aurais aimé y être !» s'exclama Joe. « Êtes-vous allé à Paris ? Nous y avons passé l'hiver dernier. Vous parlez français ? Nous n'étions autorisés à ne parler aucune autre langue à Vevey. Dites quelque chose. Je sais le lire, mais pas le prononcer. » « Quel nom a cette jeune demoiselle en les pantoufles jolies ?» dit Laurie, conciliant. « Comme vous prononcez bien. Laissez-moi deviner. Vous avez dit « Qui est la jeune dame en jolis chaussons ?» C'est ça ? Oui, mademoiselle. C'est ma sœur Margaret. Vous le savez bien. Vous la trouvez jolie ? Oui, elle me rappelle les Allemandes. Elle a l'air si fraîche et sereine et elle danse comme une dame. Joe sourit de plaisir devant ces louanges masculines adressées à sa sœur et elle les engrangea pour les répéter à Meg. Tous deux observèrent à la dérobée, critiquèrent et bavardèrent jusqu'à ce qu'ils aient l'impression d'être de vieilles connaissances. La timidité de Laurie s'évanouit rapidement, car le comportement garçonnier de Joe l'amusait et le mettait à l'aise. Et Joe était à nouveau elle-même, joyeuse, parce qu'elle avait oublié sa robe et personne ne haussait les sourcils à son intention. Elle aimait le John Lawrence plus que jamais, et elle le regarda plusieurs fois attentivement afin de pouvoir le décrire aux filles. N'ayant pas de frères et très peu de cousins, les garçons étaient pour elle des créatures quasiment inconnues. Des cheveux noirs bouclés, le teint mat, de grands yeux noirs, un long nez, de jolies dents, des petites mains et des petits pieds, ma taille, très poli pour un garçon et très jovial. Je me demande quel âge il a. Joe avait la question sur le bout de la langue, mais elle se retint à temps et, avec un tact inhabituel, elle essaya de trouver une façon détournée de la poser. «
J'imagine que vous allez bientôt entrer à l'université. Je vous ai vu bûcher vos livres. Non, je veux dire travailler dur. Et Joe rougit à l'horrible bûcher qui lui avait échappé. Laurie sourit, mais ne sembla pas choqué. Il répondit avec un haussement d'épaule. Pas avant 2 ou 3 ans. Je n'irai pas avant 17 ans, de toute façon. Vous n'avez que 15 ans, s'étonna Joe en regardant le grand gaillard dont elle imaginait qu'il avait déjà 17 ans. 16 le mois prochain. Comme j'aimerais aller à l'université, ça n'a pas l'air de vous plaire. Je déteste ça, ce n'est que corvée et batifolage et je n'aime pas non plus la manière dont les gens se comportent dans ce pays. Qu'est-ce que vous aimez ? Vivre en Italie et me divertir à ma façon. Joe avait très envie de demander quelle était sa façon, mais ses sourcils bruns froncés avaient un air plutôt menaçant, alors elle changea de sujet en lançant le pied battant la mesure. C'est une magnifique polka. Pourquoi n'allez-vous pas vous y essayer, Si vous venez aussi, répondit-il avec une étrange petite révérence à la française. Je ne peux pas. J'ai promis à Meg de ne pas danser parce que là, Joe s'interrompit, semblant incapable de décider si elle devait le dire ou rire. Parce que quoi ? Demanda Laurie d'un ton curieux. Vous ne le répéterez pas ? Jamais. Eh bien, j'ai la mauvaise habitude de rester devant le feu, alors je brûle mes robes. Et j'ai roussi celle-ci, et même si elle est bien raccommodée, ça se voit, et Meg m'a dit de ne pas bouger pour que personne ne s'en aperçoive. Vous pouvez rire si vous voulez, c'est drôle, je sais. Mais Laurie ne rit pas. Il baissa seulement les yeux un instant, et l'expression sur son visage intrigua Joe, lorsqu'il dit très gentiment « Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais vous dire comment on peut se débrouiller. Il y a un long couloir là-bas. Nous pouvons y danser magnifiquement et personne ne nous verra. Venez, je vous en prie. » Joe le remercia et le suivit volontiers, regrettant de n'avoir pas de gants impeccables en voyant ceux jolis et couverts de perles que son cavalier enfilait. Le couloir était désert et ils exécutèrent une magnifique polka, car Laurie dansait bien et lui apprit les pas allemands, ce qui ravit Joe, qui débordait de rythme et de ressorts. À la fin du morceau, ils s'assirent sur les marches pour reprendre leur souffle et Laurie était en plein milieu du récit d'une fête étudiante à Heidelberg lorsque Meg apparut à la recherche de sa sœur. Elle lui fit signe et Joe la suivit à contre-cœur dans une pièce voisine où elle la trouva sur un canapé se tenant le pied, livide. Je me suis foulé la cheville. Ce stupide talon haut a tourné et a provoqué une terrible entorse. Ça fait mal, je peux à peine tenir debout et je ne sais pas comment je vais pouvoir rentrer à la maison, dit-elle en se balançant d'avant en arrière de douleur. Je savais que tu te ferais mal aux pieds avec ces machins idiots. Je suis désolée, mais je ne vois pas ce que tu peux faire, à part prendre une voiture ou passer la nuit ici, répondit Joe, en frottant doucement la pauvre cheville tout en parlant. Je ne peux pas prendre de voiture, ça coûte beaucoup trop cher. Je ne pourrai pas de toute façon, parce que la plupart des gens sont venus avec la leur. L'écurie est loin et je ne peux y envoyer personne. Je vais y aller. Non, vraiment. Il est plus de 10 heures et les ténèbres sont aussi profondes qu'en Égypte. Je ne peux pas rester. La maison est pleine, certaines filles passent la nuit ici avec Sally. Je vais me reposer jusqu'à ce qu'Anna arrive et je ferai comme je pourrai. Je vais demander à Laurie. Il ira, dit Joe, soulagé que l'idée lui soit venue. Par pitié, non. Ne demande à personne et n'en parle pas. Donne-moi mes caoutchoucs et range ces chaussons avec nos affaires. Je ne peux plus danser, mais dès que le repas sera terminé, surveille l'arrivée d'Anna et préviens-moi dès qu'elle sera là. Tout le monde va dîner. Je vais rester avec toi. Il vaut mieux. Non, ma chérie. Vas-y et rapporte-moi du café. Je suis tellement fatiguée, je ne peux plus bouger. Meg s'allongea alors, les caoutchoucs bien dissimulés, et Joe partit d'une démarche maladroite vers la salle à manger, qu'elle trouva après être entrée dans un vaisselier et avoir ouvert la porte d'une pièce où le vieux monsieur Gardiner buvait un rafraîchissement en cachette. Elle plongea sur la table, se saisit d'un café qu'elle renversa immédiatement, abîmant ainsi le devant de sa robe autant que le dos. « Oh là là, que je suis cruche !» s'exclama Joe, achevant le gant de Meg en l'utilisant pour frotter sa robe. « Je peux vous aider ?» demanda une voix amicale. Et Laurie se tenait là, une tasse pleine dans une main et une assiette de glace dans l'autre. J'essayais de ramener quelque chose à Meg, qui est très fatiguée, et quelqu'un m'a bousculée et me voilà dans un bel état, répondit Joe, son regard passant lamentablement du jupon taché aux gants couleur café. Quel dommage. Je cherchais quelqu'un à qui donner ça. Je peux l'apporter à votre sœur. Oh, merci. Je vais vous montrer où elle est. Je ne propose pas de le prendre, sinon il va encore m'arriver quelque chose. Joe lui indiqua le chemin et, comme si servir des dames était dans son habitude, Laurie tira une petite table, apporta une seconde part de glace et un café pour Joe
Il fut si serviable que même l'exigeante Meg déclara qu'il était un gentil garçon. Ils passèrent un moment plein de gaieté en mangeant des rochers et des friandises, dissimulant des maximes et ils étaient en plein milieu d'une partie de fizz-buzz, tranquille avec 2 ou 3 autres jeunes gens entrés par hasard lorsqu'Anna apparut. Meg oublia sa cheville et se leva si brusquement qu'elle dut se retenir à Joe et poussa un cri de douleur. « Chut, ne dis rien, murmura-t-elle, avant d'ajouter plus fort. « Ce n'est rien, je me suis un peu tordu le pied, c'est tout. » Et elle monta l'escalier en boitillant pour s'habiller. Anna rouspétait, Meg pleurait et Joe ne savait plus quoi faire jusqu'à ce qu'elle décide de prendre les choses en main. Se glissant à l'extérieur, elle courut et, tombant sur un domestique, elle lui demanda s'il pouvait lui trouver une voiture. Il s'avéra qu'il s'agissait d'un serveur engagé pour la soirée qui ne connaissait rien des environs. Joe cherchait de l'aide autour d'elle lorsque Laurie, qui l'avait entendu, approcha et offrit la voiture de son grand-père, qui venait juste d'arriver pour le ramener, lui dit-il. « Il est si tôt, vous n'avez pas l'intention de partir déjà, si ?» commença Joe, l'air soulagé, mais hésitant à accepter la proposition. « Je pars toujours tôt, je vous assure. S'il vous plaît, laissez-moi vous raccompagner chez vous. C'est sur mon chemin, vous savez, et il paraît qu'il pleut. » Ainsi ce fut réglé, et après lui avoir raconté les mésaventures de Meg, Joe accepta avec reconnaissance et se précipita pour rameuter le reste du groupe. Anna, comme les chats, détestait la pluie. Elle ne causa donc pas le moindre problème et elles partirent dans la luxueuse voiture fermée, se sentant très en fête et distinguées. Laurie s'installa sur la malle afin que Meg puisse surélever son pied et les filles parlèrent en toute liberté de leur soirée. « J'ai passé un moment sublime. Et toi ?» demanda Joe en ébouriffant ses cheveux et en se mettant à l'aise. « Oui, jusqu'à ce que je me fasse mal. L'amie de Sally, Annie Moffat, s'est prise d'affection pour moi et m'a proposé de venir une semaine chez elle en même temps que Sally. Elle y va au printemps, au moment de l'opéra, et ce sera absolument merveilleux si maman me laisse y aller, répondit Meg, égayée à cette idée. Je t'ai vu danser avec le roux que j'ai fui. Il était gentil ? Oh, très. Il avait les cheveux au burn par roux. Il était très poli et j'ai dansé une délicieuse redowa avec lui. Il avait l'air d'une sauterelle en pleine crise en s'essayant au nouveau pas. Laurie et moi n'avons pu nous empêcher de rire. Tu nous as entendus ? Non, mais c'est très impoli. Qu'est-ce que vous trafiquiez pendant tout ce temps à vous cacher là-dedans ? Joe lui raconta ses aventures et, le temps qu'elle en termine, elles étaient arrivées. Avec maints remerciements, elles dirent au revoir et se glissèrent dans la maison en espérant ne déranger personne, mais à l'instant même où la porte grinça, 2 petits bonnets de nuit jaillirent et 2 voix endormies mais avides s'écrièrent « Parlez-nous de la fête, parlez-nous de la fête !» Avec ce que Meg nommait un manque total de savoir-vivre. Joe avait récupéré des rochers pour les petites et elles repartirent rapidement au lit après avoir entendu les moments les plus excitants de la soirée. Je garantis que je me sens une jeune dame très comme il faut, à rentrer de ma fête dans ma voiture, assise en déshabillé avec une domestique pour s'occuper de moi, dit Meg, tandis que Joe lui pansait le pied avec de l'arnica et lui brossait les cheveux. Je doute que les jeunes dames comme il faut s'amusent plus que nous, malgré nos cheveux roussis, nos vieilles robes, notre unique gant et les chaussons serrés qui nous foulent les chevilles lorsqu'on est assez bête pour les porter. Et je pense que Joe avait tout à fait raison. Chapitre 4. Fardeau. Oh là là, comme il paraît difficile de charger nos paquets et d'avancer, soupira Meg le lendemain de la fête, car les vacances étaient désormais terminées et la semaine de divertissement ne l'avait pas mise en condition pour reprendre sans peine le travail qu'elle n'avait jamais aimé. Je voudrais que ce soit tout le temps Noël ou le jour de l'an. Ne serait-ce pas amusant ? Répondit Joe en bâillant lamentablement. Nous nous amuserions certainement moins que maintenant. Mais les petits soupers et les fleurs sont si agréables, et aller à des fêtes et rentrer chez soi en voiture, et lire et se reposer, et ne pas avoir à trimer. Comme les autres, tu vois, et j'envie continuellement les filles qui font de telles choses. J'aime tellement le luxe, dit Meg en essayant de décider laquelle, entre 2 robes miteuses, était la moins miteuse. Eh bien, on ne peut pas mener cette vie-là. Alors ne ronchonnons pas, chargeons nos fardeaux sur nos épaules et traînons-nous avec autant d'allégresse que Marmie. Il est certain que tante Marche est un véritable vieil homme de la mer pour moi. Mais je suppose que quand j'aurai appris à la supporter sans me plaindre, elle dégringolera ou deviendra si légère que je ne ferai plus attention à elle. Cette idée titilla l'imagination de Joe et la mit de bonne humeur. Mais Meg ne se dérida pas, car son fardeau, constitué de 4 enfants gâtés, semblait plus lourd que jamais.
Elle n'avait même pas le cœur à se faire belle, comme à son habitude, ne serait-ce qu'en nouant un ruban bleu autour de son cou et en se coiffant de la façon la plus seyante possible. À quoi bon me faire belle s'il n'y a que ces fâcheux nains pour me voir et si personne ne se soucie que je sois jolie ou pas, marmonna-t-elle, en renfermant brusquement son tiroir. Je vais devoir trimer et peiner toute ma vie et m'amuser un peu seulement de temps en temps. Et je vais vieillir et devenir affreuse et aigrie parce que je suis pauvre et que je ne peux pas profiter de la vie comme les autres filles. Quelle pitié. Meg descendit alors, l'air blessé, et fut très désagréable pendant le petit déjeuner. Personne ne semblait dans son assiette et toutes avaient tendance à ronchonner. Beth avait mal à la tête et, étendue sur le canapé, essayait de se réconforter avec la chatte et 3 chatons. Amy se tracassait parce qu'elle n'avait pas appris ses leçons et ne trouvait pas ses caoutchoucs. Jo, elle, sifflait et faisait un vacarme infernal en se préparant. Madame March était très occupée à terminer une lettre qui devait partir immédiatement, et Anna était de mauvais poil car se coucher tard ne lui convenait pas. « Je n'ai jamais vu famille si agaçante !» s'écria Jo, se mettant en colère après avoir renversé un encrier, cassé les 2 lacets de ses bottines et s'être assise sur son chapeau. « Tu es la plus agaçante de nous toutes !» rétorqua Amy en effaçant le résultat de l'opération qui était tout faux avec les larmes tombées sur son ardoise. « Ben, si tu n'enfermes pas ces épouvantables chatons à la cave, je vais les noyer !» s'exclama Meg d'un ton courroucé en essayant de se débarrasser du chaton qui avait grimpé le long de son dos et restait accroché là comme une sangsue hors de portée de ses mains. Jo rit, Meg rouspéta, Beth supplia et Amy gémit parce qu'elle n'arrivait pas à se souvenir combien faisait 9 fois 12. « Les filles, calmez-vous une minute. Il faut absolument que cette lettre parte avec le courrier du matin et vous me déconcentrez avec vos soucis, s'écria Madame March en rayant la 3e phrase incorrecte de sa missive. Il y eut une accalmie momentanée, brisée par Anna qui entra en coup de vent, posa 2 chaussons brûlants sur la table et repartit aussi sec. Ces chaussons étaient une institution, et les filles les appelaient des manchons, parce qu'elles n'en possédaient pas d'autres et trouvaient les gâteaux tout chauds très réconfortants pour leurs mains les matins froids. Anna n'oubliait jamais d'en confectionner, même si elle était très occupée ou bougonne, car le trajet à pied était long et glacial. Les pauvres créatures n'avaient rien d'autre pour déjeuner et elles étaient rarement de retour à la maison avant 3 heures. « Câline tes chats et remets-toi de ton mal de tête, Betty. Au revoir, Marmie. On est une bande de vauriennes ce matin, mais quand nous reviendrons, nous serons des anges, comme d'habitude. Allez, Meg !» Et Jo sortit d'un pas lourd avec le sentiment que les pèlerines n'entamaient pas leur voyage comme elles l'auraient dû. Elles ne manquaient jamais de se retourner avant le coin de la rue, car leur mère était toujours à la fenêtre pour leur faire un signe de tête, sourire et agiter la main à leur intention. Il leur aurait semblé impossible d'affronter la journée sans ça, car, quelle que fût leur humeur, entrevoir une dernière fois ce visage maternel leur faisait à coup sûr l'effet d'un rayon de soleil. Si Marmie secoue le poing au lieu d'embrasser sa main pour nous envoyer un baiser, ce sera bien fait pour nous, parce qu'on n'a jamais vu aussi ingrate friponne que nous, s'écria Jo, que le remords poussa à se satisfaire de la route couverte de neige fondue et du vent cinglant. Arrête d'utiliser des expressions aussi affreuses, dit Meg depuis les profondeurs du voile dans lequel elle s'était emmitouflée comme une nonne qui en aurait eu assez du monde. J'aime bien les bons mots, bien puissants, qui ont du sens, répliqua Jo, en rattrapant son chapeau qui bondissait, prête à s'envoler pour de bon. Donne-toi les noms que tu veux, mais moi, je ne suis ni une vaurienne ni une friponne, et je ne veux pas qu'on me traite de ces noms-là. Tu es une vraie plaie, et tu es franchement agaçante aujourd'hui, tout ça parce que tu ne peux pas te vautrer dans le luxe en permanence. Pauvre chérie, attends que je fasse fortune et tu pourras te délecter de voitures, de glaces et de chaussons à talons hauts et de petits bouquets et de garçons roux avec qui danser. Que tu es ridicule, Jo. Mais Meg rit devant cette absurdité et se sentit mieux malgré elle. Heureusement pour toi que je le suis, parce que si je prenais cet air accablé et si j'essayais d'être aussi lugubre que toi, on serait dans de beaux draps. Dieu merci, je trouve toujours quelque chose de drôle pour ne pas me laisser abattre. Arrête de ronchonner et rentre à la maison un peu plus enjouée. Voilà qui serait gentil. Jo tapota l'épaule de sa sœur pour l'encourager lorsqu'elles se séparèrent pour la journée, chacune prenant des chemins différents, chacune serrant son petit chausson bien chaud et s'efforçant d'être joyeuse malgré le temps glacial, le dur labeur et les désirs insatisfaits de jeunes filles aimant s'amuser. Lorsque Mr. March avait perdu ses biens en essayant de venir en aide à un ami malchanceux,
les 2 sœurs aînées avaient supplié qu'on les laisse faire quelque chose pour au moins subvenir à leurs propres besoins. Étant persuadées qu'il n'était jamais trop tôt pour cultiver l'énergie, l'assiduité et l'indépendance, leurs parents y consentirent et toutes deux se mirent à l'ouvrage avec cette solide bonne volonté qui, malgré tous les obstacles, finit toujours par porter ses fruits. Margaret trouva un emploi de perceptrice et se sentit riche avec son petit salaire. Comme elle le disait, elle adorait le luxe. Et son problème principal était la pauvreté. Elle la supportait plus difficilement que les autres, car elle se souvenait d'un temps où la maison était magnifique, la vie agréable et pleine de plaisir, et où il ne manquait de rien. Elle essayait de ne pas être envieuse ou insatisfaite, mais il était parfaitement naturel que la jeune fille eût envie de jolies choses, d'amis gais, de réussite et d'une vie heureuse. Chez les King, elle avait chaque jour sous les yeux tout ce qu'elle désirait, car les sœurs aînées des enfants venaient de faire leur entrée dans le monde et Meg apercevait souvent des robes de bal et des bouquets délicats, surprenait de joyeux potins concernant le théâtre, les concerts, les promenades en traîneau et les divertissements en tout genre, et voyait l'argent dépensé sans compter dans des bagatelles qui pour elle auraient été si précieuses. La pauvre Meg se plaignait rarement, mais un sentiment d'injustice provoquait parfois chez elle une aigreur à l'égard de tout le monde, car elle n'avait pas encore appris à quel point elle était riche de ces faveurs qui suffisent à rendre la vie heureuse. Il s'avéra que Joe plaisait à tante March, qui était estropiée et avait besoin d'une personne active pour s'occuper d'elle. La vieille dame sans enfant avait proposé d'adopter une des filles lorsqu'ils avaient commencé à avoir des ennuis, et elle s'était très offusquée lorsque son offre avait été rejetée. Des amis dirent aux March qu'ils avaient perdu toute chance que la vieille dame riche se souvienne d'eux dans son testament. Mais les March, détachés des contingences matérielles, s'étaient contentés de répondre « Nous n'abandonnerions pas nos filles pour une douzaine de fortunes. Riches ou pauvres, nous resterons ensemble et nous nous rendrons mutuellement heureux. » La vieille dame cessa de leur parler pour un temps, mais un jour qu'elle rencontra par hasard Joe chez une amie, quelque chose dans son visage comique et ses manières brusques frappa l'imagination de la vieille dame, et elle proposa de la prendre comme demoiselle de compagnie. Ça ne plaisait pas du tout à Joe, mais elle accepta la place puisque rien de mieux ne s'était présenté, et, à la plus grande surprise de tous, elle s'entendait remarquablement bien avec sa parente irascible. Un orage éclatait de temps à autre, et un jour, Joe était rentrée chez elle d'un pas décidé, déclarant qu'elle n'en supporterait pas davantage. Mais tante March se calmait toujours rapidement et l'envoyait chercher avec une telle insistance qu'elle ne pouvait refuser, car, au fond de son cœur, elle aimait bien la vieille dame coléreuse. Je soupçonne que le véritable attrait était une grande bibliothèque remplie de bons livres, abandonnée à la poussière et aux araignées depuis la mort d'oncle March. Joe se souvenait du gentil vieux monsieur qui la laissait construire des voies ferrées et des ponts avec ses gros dictionnaires, lui racontait des histoires au sujet des étranges images dans ses livres en latin et lui achetait des tranches de pain d'épices chaque fois qu'il la rencontrait dans la rue. La pièce sombre et poussiéreuse avec ses bustes qui vous fixaient du haut des grands rayonnages, des chaises confortables, les globes et, par-dessus tout, la jungle de livres qu'elle pouvait parcourir quand elle en avait envie, faisait pour elle de la bibliothèque un lieu de félicité. Dès que tante March faisait la sieste ou était occupée par une visite, Joe se précipitait vers cet endroit paisible et, lové dans le grand fauteuil, dévorait de la poésie, des romans, des livres d'histoire, des récits de voyage, des livres d'images, en vrai rat de bibliothèque. Mais, comme tous les bonheurs, il ne durait jamais longtemps. Car au moment où elle atteignait le cœur de l'histoire, le vers le plus doux d'une chanson ou l'aventure la plus périlleuse du voyageur, une voix stridente appelait « Joséphine! Joséphine !» Et elle devait quitter son paradis pour rembobiner du fil, laver le caniche ou lire les essais de Belle Sam, des heures durant. L'ambition de Joe était d'accomplir quelque chose d'absolument merveilleux. Quoi ? Elle n'en avait pas la moindre idée, mais elle comptait sur le temps pour l'apprendre. En attendant, son plus grand désespoir était de ne pouvoir lire, courir et monter à cheval autant qu'elle l'aurait souhaité. Son tempérament vif, sa langue acérée et son esprit impétueux lui attiraient toujours des ennuis, et sa vie était une succession de hauts et de bas à la fois comiques et pathétiques. Mais la formation qu'elle recevait chez tante March était exactement ce qu'il lui fallait, et l'idée d'être capable par son travail de subvenir à ses besoins la rendait heureuse malgré les perpétuelles « Joséphine !»
Beth était trop timide pour aller à l'école. Elle avait essayé, mais elle souffrait tant que le projet avait été abandonné et elle suivait ses cours à domicile avec son père. Une fois celui-ci parti et sa mère appelée à employer ses compétences et son énergie au profit des associations d'aide aux soldats, Beth y attela seule avec constance et fit du mieux qu'elle put. C'était une petite créature au tempérament de femme d'intérieur et elle secondait Anna afin de garder la maison bien rangée et agréable pour celle qui travaillait, sans jamais songer à la moindre récompense, hormis celle d'être aimée. Elle passait de longues journées tranquilles, ni solitaires ni désœuvrées, car son petit monde était peuplé d'amis imaginaires et elle était par nature une petite abeille affairée. Elle possédait 6 poupées dont il fallait s'occuper et qu'elle devait habiller chaque matin, car Beth était encore une enfant et elle aimait toujours autant ses petites chéries. Aucune d'elles n'était intacte ou jolie. Toutes avaient été abandonnées avant que Beth ne les recueille. Lorsque ses sœurs eurent passé l'âge de ses idoles, elles les lui donnèrent, car Amy ne voulait rien de vieux ou de hideux. Beth les chérissait encore plus tendrement pour cette raison même et avait créé un hôpital pour poupées infirmes. Jamais aucune épingle n'était plantée dans leurs organes vitaux de coton. Jamais elles ne recevaient aucune parole rude, aucun coup. Aucune négligence n'attristait le cœur de la plus répugnante, mais toutes étaient nourries et vêtues, soignées et caressées avec une infaillible affection. Un de ces débris délaissés de poupanité avait appartenu à Jo. Après avoir mené une vie tumultueuse, elle avait été abandonnée dans le sac de chiffon, sauvée par Beth de ce misérable hospice et conduite dans son refuge. Le sommet de son crâne ayant été perdu, elle lui avait noué une jolie petite coiffe. Comme elle n'avait plus ni bras ni jambes, elle dissimulait ses infirmités en l'enveloppant dans une couverture et elle avait attribué le meilleur lit à cet invalide chronique. Si quiconque avait eu vent des soins prodigués à cette poupée, je pense qu'il aurait été touché au plus profond de son cœur, même s'il avait ri. Elle lui apportait de petits bouquets, elle lui faisait la lecture, la sortait pour qu'elle respire le grand air caché sous son manteau, elle lui chantait des berceuses et n'allait jamais se coucher sans avoir embrassé son visage sale en lui murmurant tendrement « J'espère que tu passeras une bonne nuit, ma pauvre chérie. » Beth avait autant de problèmes que les autres et, n'étant pas un ange mais une petite fille très humaine, elle pleurait souvent quelques larmes, comme disait Jo, parce qu'elle ne pouvait pas prendre de cours de musique et posséder un beau piano. Elle aimait si profondément la musique, essayait si durement d'apprendre et s'exerçait avec une telle patience sur le vieil instrument sonnaillant qu'il semblait que quelqu'un, sans faire allusion à Tante March, aurait dû l'aider. Cependant, personne ne le faisait et personne ne voyait Beth, lorsqu'elle était seule, essuyait les larmes sur les touches jaunies qui refusaient de rester raccordées. Elle chantait comme un petit rossignol en travaillant, n'était jamais trop fatiguée pour jouer à l'intention de Marmie et des filles et, jour après jour, se disait pleine d'espoir « Je sais que je finirai par avoir mon instrument, si je suis bonne. » Le monde est peuplé de nombreuses bêtes, timides et paisibles, assises dans leur coin en attendant qu'on ait besoin d'elles et qui vivent pour les autres avec tant d'enthousiasme que personne ne s'aperçoit de leur sacrifice avant que le petit grillon du foyer ne cesse de striduler et que la présence douce et lumineuse ne disparaisse, ne laissant que silence et ténèbres derrière lui. Si on avait demandé à Amy quelle était la plus grande épreuve de sa vie, elle aurait immédiatement répondu « Mon nez ». Lorsqu'elle était bébé, Jo l'avait accidentellement fait tomber dans le seau à charbon et Amy proclamait que cette chute avait abîmé son nez pour toujours. Il n'était ni gros ni rouge comme celui de cette pauvre Petrea. Il n'était qu'un peu plat et tous les pincements du monde n'auraient pu lui donner une pointe aristocratique. Elle était la seule à s'en soucier et il faisait tout son possible pour s'allonger. Mais Amy désirait ardemment un nez grec et elle dessinait de pleines pages de joli nez pour se consoler. La petite Raphaël, comme l'appelaient ses sœurs, avait un talent certain pour le dessin et n'était jamais plus heureuse que lorsqu'elle copiait des fleurs, imaginait des fées ou illustrait des histoires d'étranges spécimens d'art. Ses professeurs se plaignaient qu'au lieu de faire ses opérations, elle couvrait son ardoise d'animaux. Elle utilisait les pages blanches de son atlas pour y copier des cartes et des caricatures des plus ridicules s'envolaient de tous ses livres aux moments les plus malencontreux. Elle apprenait ses leçons du mieux qu'elle pouvait et s'arrangeait pour échapper aux réprimandes en étant un modèle de conduite. Son bon caractère la faisait apprécier de ses camarades et elle avait la chance de posséder l'art de plaire sans effort.
Ses minauderies étaient très admirées, ainsi que ses talents, car, en dehors du dessin, elle était capable de jouer 12 morceaux, de faire du crochet et de lire le français sans prononcer de travers plus de 2 tiers des mots. Elle avait une façon plaintive de dire « Quand papa était riche, on faisait ceci et cela », ce qui était très touchant, et ces mots interminables étaient considérés comme parfaitement élégants par les filles. Amy n'était pas loin d'être trop gâtée, car tout le monde la chouchoutait et sa frivolité et son égoïsme prenaient joliment de l'ampleur. Une chose, cependant, réfrénait sa frivolité. Elle devait porter les vêtements de sa cousine. La mère de Florence n'avait pas la moindre once de goût et Amy souffrait profondément de devoir porter un bonnet rouge plutôt qu'un bleu, des robes peu saillantes et des tabliers trop plissés qui ne lui allaient pas. Tout était de bonne qualité, d'excellente confection et peu porté, mais le regard d'artiste d'Amy en était terriblement affligé, en particulier cet hiver-là, sa robe d'école étant d'un mauve terne à pois jaunes et sans passementerie. Mon seul réconfort, disait-elle à Meg, les larmes aux yeux, c'est que maman ne fait pas d'ourlet à mes robes chaque fois que je suis une vilaine fille comme le fait la mère de Maria Parks. Ma chérie, c'est vraiment affreux. Parfois, elle est tellement méchante que sa robe lui arrive aux genoux et elle ne peut pas aller à l'école. Quand je pense à cette humiliation, je me dis que je peux bien arborer mon nez plat et ma robe mauve avec ces explosions de jaune. Meg était la confidente et la conseillère d'Amy, et par une étrange attirance des contraires, Jo était celle de la gentille Beth. L'enfant timide ne confiait ses pensées qu'à Jo, et sur sa grande sœur Follette, Beth exerçait inconsciemment davantage d'influence que n'importe quel autre membre de la famille. Les 2 sœurs aînées comptaient beaucoup l'une pour l'autre, mais chacune avait pris une des plus jeunes sous son aile et la surveillait à sa façon. Jouer à la maman, elles appelaient ça, et elles octroyaient à leurs sœurs de rôle des poupées mises au rebut, avec le rôle des poupées mises au rebut avec l'instinct maternel de petites femmes. Personne n'a rien à dire. Cette journée a été tellement lamentable que je meurs d'envie de me divertir, dit Meg, tandis qu'elle cousait ce soir-là. J'ai passé une drôle de journée avec tante March aujourd'hui et, comme j'ai eu le dessus, je vais vous raconter, commença Jo qui adorait raconter des histoires. Je lisais ce sempiternel Belsham d'un ton monocorde, comme toujours, pour que ma tante s'endorme rapidement et que je puisse prendre un bon livre et lire comme une folle jusqu'à ce qu'elle se réveille. En fait, je m'assommais toute seule et, avant qu'elle commence à piquer du nez, j'ai bâillé si fort qu'elle m'a demandé à quoi je jouais à ouvrir la bouche assez grand pour avaler le livre tout entier. J'aimerais bien pouvoir et en finir avec lui, ai-je dit en essayant de ne pas être impertinente. Alors elle m'a fait un long serment sur mes péchés et m'a dit de m'asseoir et d'y réfléchir pendant qu'elle s'oubliait un moment. Elle ne se retrouve jamais très vite et à la minute où son bonnet a commencé à s'incliner, comme un dahlia trop lourd, j'ai sorti le vicaire de Wakefield de ma poche et j'ai lu, un œil sur le livre et l'autre sur ma tante. Je venais juste d'arriver au moment où ils tombent tous dans l'eau quand je n'ai plus pensé à elle et que j'ai ri tout fort. Tante March s'est réveillée et, étant plus accommodante après sa sieste, elle m'a demandé d'en lire un passage pour lui montrer quelle œuvre frivole je préférais au louable et instructif Belsham. J'ai fait de mon mieux et elle a bien aimé, même si elle a seulement dit « Je ne comprends pas de quoi ça parle. Reviens en arrière et recommence depuis le début, mon enfant. » Je suis revenue en arrière et j'ai fait tout mon possible pour rendre les primroses intéressants. À un certain moment, j'ai été assez pernicieuse pour m'interrompre au milieu d'une scène palpitante et j'ai dit humblement « J'ai bien peur que ça vous fatigue, madame. Voulez-vous que j'arrête maintenant ?» Elle a attrapé son tricot qui lui était tombé des mains, m'a lancé un regard acéré à travers ses lunettes et m'a dit à sa manière brusque « Finis le chapitre et ne sois pas impertinente, mademoiselle. » A-t-elle avoué qu'elle aimait bien demanda Meg. Oh, ma chérie, non. Mais elle a mis ce vieux balsam de côté et quand j'ai couru récupérer mes gants cet après-midi, elle était là, tellement plongée dans le vicaire qu'elle ne m'a pas entendu rire et danser la gigue dans l'entrée à la perspective des bons moments à venir. Quelle vie agréable elle pourrait avoir si elle le voulait. Je ne l'envie pas beaucoup, malgré son argent, parce qu'après tout, les riches ont autant de soucis que les pauvres, j'imagine, ajouta Jo. Ça me rappelle, dit Meg, que j'ai une histoire à raconter. Elle n'est pas drôle comme celle de Jo, mais j'y ai beaucoup réfléchi en rentrant à la maison. Chez les King aujourd'hui, j'ai trouvé tout le monde en émoi et une des filles m'a confié que son frère aîné avait fait une chose affreuse et que leur papa l'avait envoyé au loin. J'ai entendu Madame King pleurer et Monsieur King parler très fort et Grace et Hélène détournaient le visage quand elles me croisaient pour que je ne voie pas leurs yeux rouges.
Je n'ai pas posé de questions, bien sûr, mais je me suis sentie désolée pour eux et plutôt contente de ne pas avoir de frères déchaînés qui fassent de vilaines choses et qui déshonorent la famille. Je crois qu'être déshonoré à l'école est bien plus pire, éprouvant que tout ce que les mauvais garçons peuvent faire, dit Amy en secouant la tête, comme si elle avait une très grande expérience de la vie. Suzy Perkins est arrivée à l'école aujourd'hui avec une jolie bague rouge en cornaline. J'en avais terriblement envie et j'aurais voulu être à sa place de toutes mes forces. Eh bien, elle a dessiné un portrait de Mr. Davis avec un nez monstrueux et une bosse et les mots « Jeune fille, je vous ai à l'œil » qui sortaient de sa bouche dans une bulle. On en riait et tout d'un coup, il nous a vraiment eu à l'œil et il a demandé à Suzy de lui apporter son ardoise. Elle était paralysée de peur, mais elle y est allée et oh, qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait? Il l'a prise par l'oreille. L'oreille! Imaginez comme c'est horrible. Et il l'a traînée jusqu'à l'estrade de récitation et l'a obligée à rester là debout pendant une demi-heure en tenant l'ardoise pour que tout le monde puisse voir. Les filles n'ont pas poussé des cris en voyant le dessin, demanda Joe, qui se délectait de cette histoire embarrassante. Tu peux rire, pas une seule. Elles sont restées sages comme des images, et Suzy a pleuré comme un veau, je le sais. Je ne l'enviais plus, parce que j'avais l'impression que des millions de bagues en cornaline ne m'auraient pas rendue heureuse après une chose pareille. Je ne me serais jamais remise d'une mortification aussi abominable, termina Amy en reprenant son ouvrage, fièrement consciente de sa vertu et d'avoir réussi à prononcer 2 longs mots d'un trait. J'ai vu quelque chose qui m'a plu ce matin, et j'avais l'intention d'en parler au dîner, mais j'ai oublié, dit Beth, tout en rangeant la corbeille en fouillis de Joe. Quand je suis allée chercher des huîtres pour Anna, Mr. Lawrence était chez le poissonnier, mais il ne m'a pas vue, car j'étais cachée derrière un tonneau et il était occupé avec Mr. Cutter, le poissonnier. Une pauvre femme est entrée avec un seau et une serpillière et elle a demandé à Mr. Cutter s'il la laisserait récurer contre un peu de poisson, parce qu'elle n'avait rien pour le dîner de ses enfants et elle n'avait pas obtenu la journée de travail escomptée. Mr. Cutter était pressé, il a répondu non avec mauvaise humeur. Elle était en train de partir, affamée et piteuse, quand Mr. Lawrence a attrapé un gros poisson avec l'extrémité recourbée de sa canne et le lui a tendu. Elle était si contente et surprise qu'elle a pris directement le poisson dans ses bras et elle n'arrêtait pas de remercier Mr. Lawrence. Il lui a dit d'aller le faire cuire et elle est vite partie, tellement heureuse. Est-ce que ce n'était pas gentil de sa part? Oh, ce qu'elle était drôle à tenir dans ses bras ce gros poisson glissant en souhaitant à Mr. Lawrence un lit confortable au paradis. Après avoir ri à l'histoire de Beth, elles en demandèrent une à leur mère et après une courte réflexion, celle-ci dit d'un ton pondéré. Pendant que j'étais en train de couper des vestes en flanelle bleue aujourd'hui au local, je me suis sentie très anxieuse au sujet de votre père. Et j'ai songé à quel point nous serions seuls et désespérés si quelque chose lui arrivait. Ce n'est pas très judicieux, mais j'ai continué à me faire du souci, jusqu'à ce qu'un vieil homme entre avec une commande pour quelques objets. Il s'est assis près de moi et j'ai commencé à lui parler parce qu'il avait l'air pauvre, fatigué et inquiet. « Avez-vous des enfants dans l'armée » ai-je demandé, puisque le message qu'il avait apporté ne m'était pas destiné. « Oui, madame, j'en avais 4, mais 2 ont été tués. Un est prisonnier et je vais voir l'autre qui est très malade dans un hôpital à Washington, a-t-il répondu doucement. « Vous avez fait beaucoup pour votre pays, monsieur, » ai-je continué, ressentant maintenant davantage de respect que de pitié. « Pas un brin plus que mon devoir, madame. J'irais moi-même si je pouvais être utile. Comme je ne le suis pas, j'ai donné mes garçons et je les ai donnés sans rien demander. » Il parlait avec un tel enthousiasme, semblait si sincère et si heureux de les avoir tous donnés, que j'ai eu honte de moi. J'avais donné un homme et je pensais que c'était trop, alors qu'il en avait donné 4 sans rechigner. J'avais toutes mes filles pour me réconforter à la maison et son dernier fils l'attendait à des kilomètres peut-être pour lui dire adieu. Je me suis sentie si riche, si heureuse, en songeant à toutes ces bénédictions que je lui ai préparé un beau baluchon, je lui ai donné de l'argent et je l'ai chaleureusement remercié pour la leçon qu'il venait de m'offrir. « Raconte une autre histoire, maman, une avec une morale comme celle-là. J'aime bien y réfléchir ensuite si elles sont vraies et pas trop sermonneuses, dit Joe après un bref silence. Madame March sourit et se lança immédiatement car elle contait depuis des années des histoires à ce public restreint et savait comment lui plaire.
Il était une fois 4 filles qui avaient largement de quoi manger, boire et se vêtir, un bon nombre de commodités et de divertissements, des amis et des parents gentils qui les aimaient tendrement et, malgré tout, elles n'étaient pas satisfaites. À ce moment-là, les auditrices échangèrent à la dérobée des regards entendus et se mirent à coudre avec elles. Ces filles étaient très désireuses d'être bonnes et prenaient de nombreuses et excellentes résolutions. Mais, d'une façon ou d'une autre, elles ne s'y tenaient pas vraiment et disaient constamment « Si seulement nous avions ceci » ou « Si seulement nous pouvions faire ça », en oubliant tout ce qu'elles possédaient déjà et le nombre d'activités plaisantes auxquelles elles pouvaient s'adonner. Elles demandèrent alors à une étrange vieille femme quel sortilège pourrait les rendre heureuses, et celle-ci répondit « Lorsque vous êtes mécontente, songez à toutes ces faveurs que vous possédez et soyez-en reconnaissant. » À ce moment-là, Jo leva rapidement les yeux, comme sur le point de parler, mais elle changea d'avis en voyant que l'histoire n'était pas encore terminée. Comme il s'agissait de filles raisonnables, elles s'efforcèrent de suivre son conseil et furent bientôt surprises en constatant à quel point elles étaient riches. L'une s'aperçut que l'argent ne pouvait empêcher la honte et le chagrin de pénétrer dans les maisons des gens fortunés. Une autre que, malgré sa pauvreté, elle était bien plus heureuse avec sa jeunesse, sa santé et sa bonne humeur qu'une certaine vieille dame irritable et faible, incapable de jouir de son confort. Une troisième que, aussi désagréable qu'il soit d'aider à rapporter de quoi dîner, il était encore plus dur de devoir mendier pour en obtenir un. Et la quatrième que même les bagues en cornaline n'avaient pas autant de valeur qu'une bonne conduite. Elles se mirent alors d'accord pour cesser de se plaindre, pour profiter des bienfaits qu'elles possédaient déjà en essayant de les mériter, de peur qu'ils ne leur soient entièrement ôtés plutôt qu'accrus. Et je pense qu'elles ne furent jamais déçues ou navrées d'avoir suivi le conseil de la vieille femme. « Eh bien, ma amie, c'est très rusé de ta part de retourner nos propres récits contre nous et de nous faire un sermon plutôt que de nous raconter une histoire, » s'écria Meg. « J'aime bien ce genre de sermon, ça ressemble à ceux de papa, dit Beth d'un air pensif, en plantant ses aiguilles sur le coussin de Jo. « Je suis loin de me plaindre autant que les autres, et je devrais faire encore plus attention maintenant que j'ai eu un avertissement après la chute de Suzy, dit Amy d'un ton digne. Nous avions besoin de cette leçon, et nous ne l'oublierons pas. Sinon, tu n'auras qu'à répéter ce que dit la vieille Chloé dans l'oncle Tom. Pensez à vos grâces, les enfants, pensez à vos grâces, ajouta Jo, qui ne pouvait, malgré tous ses efforts, s'empêcher de trouver quelque chose d'amusant dans ce petit sermon, même si elle le prenait autant à cœur que chacune d'entre elles. Voilà, c'est la fin du chapitre 4 et c'est aussi la fin de cette lecture. Bon, il y a quelque chose, évidemment que... Je sais pas. Il y a des choses qui me dérangent un peu dans ce récit, mais c'est pas grave. Ça... C'est bien aussi d'être dérangé quand on lit, non? Voilà. Et je suis dérangée. Je suis constamment dérangée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon moment, une belle nuit, une belle soirée. Je voulais chanter, mais je ne sais pas quoi chanter, donc pas maintenant. Qu'est-ce que j'ouvre? Au hasard, je vais voir. Bon, je vais lire simplement... Oh non, je ne vais pas lire ça. Pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vais contenter de vous dire au revoir. Je vous remercie beaucoup. Faites bien attention à vous surtout. Et merci encore. Bonne soirée.